le dernier orateur, Philippe Rey, qui va nous parler du patient entre chirurgien et mutuelle. Chirurgien au singulier, mutuelle au pluriel. Oui, peut-être. Merci au président de m'avoir invité pour cette séance de reprise qui nous remet dans le bain. Et merci à Hubert de m'avoir permis de ne pas m'ennuyer pendant mes vacances, parce que j'ai pu dire ainsi un certain nombre de choses. C'est un peu comme une pièce de théâtre, il y a des acteurs, il y a un couple, le couple mutuelle et État. Il y a des chirurgiens en exercice libéral, parce que cette question ne peut pas concerner les chirurgiens hospitaliers, sauf ceux qui sont en exercice privé. Et au milieu de tout ça, le patient. Les complémentaires santé, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est trois types d'acteurs, des mutuelles qui sont à but non lucratif, point important, des assureurs qui sont à but lucratif mais qui exercent une activité de complémentaire santé, et plus récemment des entrants qui sont des prestataires en ligne. Pendant ces vacances, donc, j'ai relu un peu l'historique de la mutualité. C'est assez marrant, ça a commencé en Isère. Merci à Didier Leger de m'avoir donné certains détails. Chez les paysans qui, quand ils perdaient une vache, se mutualisaient pour en trouver une autre. Au XVIIe siècle, avant la Révolution, il y avait des caisses de prévoyance des corporations. Vous savez que les corporations ont été supprimées après la Révolution et donc les caisses de prévoyance avec. Loi Le Chapelier. Elles ont fait place à des sociétés de secours mutuels, et ces sociétés de secours mutuels, au XIXe, ont accompagné la classe ouvrière naissante. La protection sociale a voulu échapper à la charité dispensée par le clergé et la bourgeoisie, et on a ainsi fait passer la solidarité dans la lutte des classes, en quelque sorte, à cette époque. En 1898, l'État montre enfin son nez. Il crée une loi qui impose que les employeurs indemnisent les accidents du travail. Et ça a été le début de l'arrivée de l'État dans la protection sociale en général. Entre 30 et 40, il y a eu plusieurs lois, et c'était les assurances sociales, la mutualité à l'époque. En 1941, rupture du pacte germano-soviétique. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire venir là-dedans, cette diapo ? Eh bien, c'est simplement la date à laquelle les communistes sont passés dans la résistance. En 1946, création de la sécurité sociale, 45-46, avec le saint principe que chacun cotise en fonction de ses possibilités et reçoit en fonction de ses besoins. Et, conséquence du précédent alinéa, le statut de la mutualité se voit confier le complément des prestations de la sécurité sociale. Alors, c'est la prise en charge du ticket modérateur, il y avait un ticket modérateur, de l'optique, du dentaire, et puis ultérieurement, ça va dériver, la garde du chien, la chambre seule, etc., etc. Histoire des conventions. En 1970, première convention nationale, prise en charge à 100% en établissement si cassé 50, vous vous souvenez de ça. Mais pourquoi tout ça ? Mais il ne faut pas oublier que la mutualité française fait partie du Conseil national de la sécurité sociale, elle est majoritaire, et elle se rend compte que le ticket modérateur, ça commence à coûter un peu d'argent. Donc on va faire une prise en charge avec absence de ticket modérateur pour les affections de longue durée et un certain niveau de soins. Je passe les autres conventions. La troisième convention en 80 est fondatrice, je dirais, puisqu'elle crée le secteur 2. Mais elle ne crée pas le secteur 2 pour faire plaisir aux chirurgiens, elle crée le secteur 2 parce que l'inflation à l'époque est de 11% et que l'assurance maladie se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir assurer le financement. En 1990, la CNAM tente paradoxalement de fermer le secteur 2, rétabli après 3 mois de grève des chefs de clinique et des internes. Tout le monde s'en souvient ici, en tout cas parmi mes vieux collègues précédemment intervenants, Christian Epagnot et Jacques Meurette. Hubert Joadet en faisait également partie. Ensuite, il y a eu d'autres conventions, 2000, 2005, 2011, et pas d'augmentation tarifaire. Comment s'étonner, dans la mesure où on avait créé le secteur 2 en 1980, qu'en 2011, alors qu'on était au même niveau, les dépassements d'honoraires, excusez-moi, je dis dépassements d'honoraires, on a passé des années à dire qu'il fallait dire supplément, mais maintenant, dans tous les textes officiels, ça s'appelle dépassement. Dans le rapport de la Cour des comptes, on en reparlera tout à l'heure.
Donc, comment ne pas s'étonner que les dépassements d'honoraires augmentent, puisque les tarifs opposables restent isoélectriques. Une étude a été faite en Île-de-France, alors on passe en 2009-2011, où Frédéric Bizard a montré sur 1 million de séjours, 3000 praticiens, 58 actes, en comparant tous les éléments tarifaires, les honoraires conventionnels, les suppléments, les chirurgiens, les anesthésistes, que l'hospitalisation en public, pour des tas de raisons qui sont tout à fait valables, peut-être, mais coûte 126% plus cher que l'hospitalisation en privé, malgré les suppléments d'honoraires. Car à l'époque, le problème était que les suppléments d'honoraires étaient considérés comme un obstacle à l'accès aux soins chirurgicaux. Alors, en 2012, on crée le contrat d'accès aux soins. Rapidement, il faut stabiliser les dépassements d'honoraires, c'est fondamental, c'est la base de la politique de santé. Le secteur 1 est différencié du secteur 2, les mêmes interventions sont payées différemment. Les chirurgiens qui souscrivent voient une prise en charge de leur cotisation sociale et c'est un succès pour la CNAM. Merci à Hubert de nous avoir prêté cette diapo, car la CNAM dit qu'on est à 54,1% de dépassement, c'est formidable. Mais quand on regarde en détail, eh bien, on a sauvé par ce contrat d'accès aux soins les chirurgiens qui étaient bloqués en secteur 1 pour une autre raison qui serait trop longue d'évoquer ici. Donc ils sont arrivés, ils ont investi ce secteur d'accès aux soins, ils ont facturé des suppléments d'honoraires, 19%, les suppléments du secteur 2 en ont profité pour augmenter, et finalement, eh bien, il y a eu une augmentation du prix de revient de ce secteur qui voulait faire baisser les suppléments d'honoraires, mais on a donc changé de fusil d'épaule et on a créé l'Optamco, option tarifaire maîtrisée pour la chirurgie et l'obstétrique. Alors là, c'est drastique, ne pas faire de dépassement au-delà de 100% du tarif Sécu, être au-dessous de la moyenne des dépassements des années précédentes, mais on peut en sortir à tout moment, et on vous donne une petite gratification pour l'aide à l'assurance. Pour la caisse, le tarif des actes est augmenté de 20%, ce qui est fondamental. La prime les cotisations sécurité sociale sont prises en charge. Alors cet Optamco, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, vous voyez que dans l'Optam, le tarif opposable, la caisse augmente de 100 € pour un budget total de 1 300 €. La mutuelle va payer 658 €, c'est-à-dire le tarif Sécu, grosso modo. Le chirurgien va facturer, tiens, pour une fois, on autorise le chirurgien à facturer en fonction de la mutuelle. Ben, c'est comme ça. Là, c'est possible. Mais si vous êtes en secteur 2, on dit que c'est pas bien. En secteur 2, l'acte est sous-valorisé, enfin, il reste non valorisé. La mutuelle, donc, ne se valorise pas plus. Et le reste à charge pour le patient est de 216 €. Ce qui est plus grave, c'est que les complémentaires santé soumettent leur prise en charge des dépassements à l'appartenance du chirurgien à l'Optamco. Et c'est une jungle extraordinaire dans laquelle nous évoluons toujours, car les patients qui ont des contrats qui leur coûtent cher arrivent avec des contrats où ils sont pris en charge quelquefois aux frais réels, alors que le chirurgien, en principe, n'a pas le droit de dépasser une fois le tarif Sécu, et il s'ensuit des dérives très importantes. Alors, ces suppléments d'honoraires, encore une diapositive d'Hubert, de quoi parle-t-on? 1,14% du budget de la CNAM. C'est quoi? C'est des dépassements sur les actes techniques, 900 millions, des dépassements d'honoraires sur les spécialistes de consultation et un peu de généralistes. Tout le reste est fait au tarif opposable. Qui dépasse? Essentiellement les gynécologues médicaux, 18% de dépassement. Les chirurgiens, vous verrez qu'ils sont à 62%. Ils sont au milieu de l'histogramme. On ne peut pas dire qu'on soit les plus déviants. La carte, la carte, elle part un petit peu de Normandie, elle va vers la Savoie, elle descend vers le bas, en PACA, et elle concerne essentiellement Paris, Lyon, Marseille, Nice. Marseille, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis là-dedans, mais
en tout cas Paris-Lyon-Nice. Et donc, on peut résumer en disant que ces taux de dépassement d'honoraires sont les plus élevés pour les gynécologues, mais que les chirurgiens sont à 62%, et encore, il semblerait qu'ils soient plus bas, que selon les lieux, dans le Cantal, c'est 11%, à Paris, 114%, et selon les soins, c'est pas pareil pour les consultations et les actes techniques. Cette courbe empruntée à Hubert parle d'elle-même. En rouge, le fameux cassé que nous avons tous connu. Voilà son évolution. En vert, le CS des spécialistes, donc diminue en francs constants. Et en bleu, le C, car le C a toujours augmenté grâce aux conventions médicales. Si on fait une rapide comparaison, on s'aperçoit que lorsqu'un chirurgien s'installe, s'il choisit le secteur 1, il va gagner 80 kg par an. S'il choisit l'Optamco, il va augmenter de 33% cette somme. S'il choisit le secteur 2 pour garder sa liberté, mais qu'il ne dépasse que de 40%, il va gagner 15% de moins que l'Optamco, et que la seule façon de rentabiliser le secteur 2, c'est d'avoir un dépassement moyen d'une fois la sécurité sociale, et c'est très difficile, même dans les grandes villes, c'est très difficile d'avoir un dépassement moyen à une fois la sécu. Alors la courbe est importante, seul le secteur 2 à 100% est au-dessus du zéro, tous les autres régressent, et si on inclut les charges, on est à peine positif en secteur 2. Bilan de l'Optamco pour la CNAM, le président Pavoise, nous sommes à 49% de taux de dépassement des chirurgiens. La Cour des comptes, elle, n'est pas du tout du même avis. Elle nous comptabilise à plus de 60%. Et le 26 mars dernier, son premier président a fait un référé au ministre de la Santé sur deux arguments principaux. Les dépassements sont en augmentation et l'existence d'un cadre d'exercice libéral est favorable aux praticiens en raison de la faiblesse des redevances. C'est-à-dire que les praticiens, non seulement d'être pris en étau entre les patients et les suppléments, vont maintenant être pris en étau entre l'État et les établissements, car le ministre de la Santé a 2 mois pour répondre, je ne sais pas s'il a répondu, et il est extrêmement probable que les redevances seront augmentées dans des proportions considérables. Alerte. Conclusion à mi-parcours. Le tarif opposable ne reflète en rien la vraie valeur des actes. Ça, c'est l'Ordre national des médecins qui l'a dit. Ça reste vrai. La CCM, dit la Cour des comptes, est enlisée et doit être revisitée et retarifée. Et Jacques Meurette nous a bien expliqué pourquoi. Parce qu'elle ne permet plus de gérer l'innovation et parce que les procédures sont trop longues. Pour les chirurgiens, la seule variable d'ajustement à la gestion de leur entreprise, c'est bien évidemment les suppléments d'honoraires. Faute de quoi, il faut avoir recours à ce qu'on appelle l'abattage, ce qui n'est pas un très beau mot, mais il n'y a pas beaucoup de synonymes. Et surtout, moi, ce qui me paraît le plus inquiétant, à la sélection des actes, car pour des raisons que Hubert nous a expliquées, il n'est pas très emballant d'avoir à opérer une appendicite un dimanche après-midi, surtout si on y ajoute toutes les difficultés qu'il nous a décrites. Mais ces suppléments ne sont acceptables que si on sait expliquer aux patients qu'ils supposent une amélioration de la prise en charge par rapport aux autres secteurs. Ça, c'est plus difficile. Dernière partie, le patient. Le patient, il est cotisant et contribuable. Si on prend la consommation des soins et biens médicaux, c'est-à-dire la dépense de santé en France, ce tableau a été publié hier, enfin, je l'ai résumé, donc c'est très récent. On est à 203 milliards d'euros, 11,3% du PIB, et on est quasiment en tête des pays européens. La part de l'assurance maladie, c'est 78%. Elle a augmenté de 0,2% par an durant les 9 dernières années. La part des mutuelles est fixe à 13,4%. La part des patients est à 7%. Mais ce tableau, pour les décideurs de santé, est extrêmement important parce que la France est le pays européen où le patient a le moins de reste à charge. La France est le pays européen où les mutuelles
prennent le plus de financement complémentaire, et la France est le pays européen où l'assurance maladie obligatoire rembourse 78% des actes. Monsieur Darmanin vous a envoyé ça il n'y a pas longtemps. Vous l'avez tous reçu. D'où vient l'argent des ressources publiques? Tout en haut, vous avez les cotisations sociales, et je vous ai fait un trait sur les dépenses de santé. Donc toutes nos cotisations sociales, ça arrive à 203 milliards d'euros. Vous jetterez juste un petit œil à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, 70 et 37 milliards. Souvenez-vous de ça, on le reverra un peu plus tard. Qu'a fait l'État pour organiser l'encadrement des remboursements? Eh bien, il a créé ce qu'on appelle les contrats solidaires et responsables pour les mutuelles et les assureurs. Solidaires parce qu'ils sont collectifs, parce qu'ils ne comportent pas de sélection médicale, et les tarifs sont indépendants de l'état de santé et de sa bonification. Ils sont responsables parce qu'ils imposent le patient à observer le parcours de soins, et il y a certaines franchises si ce n'est pas le cas. Enfin, le panier de soins est limité, ticket modérateur, forfait journalier, 2 actes de prévention et surtout déplacements plafonnés, voire exclus. Ce qui ouvre la porte à la souscription à des surcomplémentaires, mais c'est resté marginal, alors que les assureurs les commercialisent pour des taux, des prix qui sont insignifiants. J'ai trouvé les assurés du Pôle emploi, en payant 4 € par famille, voient passer leur couverture de 100 à 300%. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de marge de manœuvre, ces assureurs. Pour la mutuelle, dans ces contrats, ce qui est intéressant, c'est que la taxe sur les assurances est à 7% au lieu de 14%, c'est qu'elle diminue ses prestations, on vient de le voir. Pour l'employeur, c'est intéressant, il n'y a pas de charge sociale sur les cotisations. En revanche, pour le salarié, la souscription est obligatoire, le contrat n'est pas discutable, on ne peut pas choisir les proportions de prise en charge. Il est fiscalisé, c'est-à-dire que toutes les sommes données par l'employeur sont comptabilisées en avantage en nature pour le salarié, qui paie des impôts dessus. Et bien évidemment, quatrième peine, une diminution des remboursements. Donc ces contrats responsables, c'est une arme extraordinaire, dans la mesure où je vous ai dit tout à l'heure que les mutuelles conditionnaient le remboursement à l'appartenance à un contrat responsable. Revenons à notre tableau. Je vous ai mis 203 milliards, c'est le coût total des dépenses de santé en France. Et là, vous avez un petit 40 en dessous. 40, c'est quoi? C'est un peu plus que la moitié de l'impôt sur le revenu, et c'est autant que l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas une petite somme. C'est ce que coûtent à l'État les 1254 agences. 40 milliards, c'est ce que coûte à l'État la dette. Ça n'est pas une petite somme. Or, que voit-on? Chiffre d'affaires des complémentaires santé, 40 milliards. Ce qui correspond pour les gens qui ont étudié tous les dossiers à 688 € par an et par personne. Mais ce qui est remarquable dans ce bilan des complémentaires santé, c'est qu'elles ont des frais de gestion à 21%. Bien sûr, c'est variable de l'une à l'autre. La plus vertueuse à 12%, mais il y en a une qui est beaucoup plus élevée. Peu importe, pas de nom. Mais vous voyez que ces frais de gestion ont augmenté de 30% depuis 2010. Alors, vous avez dans la presse des gens qui ont comparé les salaires des PDG des différentes institutions, qui ont étalé les différentes manifestations nautiques ou autres sponsorisées par ces mutuelles. Ça n'est pas le cadre de l'Académie de chirurgie. Ce qui est important, c'est que ces 21% de frais de gestion, ça fait 7 milliards quand même. Et que sur ces 7 milliards, il y a 2,8 milliards en publicité. C'est le deuxième annonceur après le luxe, la complémentaire santé. Mais elle rembourse, bon an mal an, 13,4% des dépenses de santé. Que choisir? Organisme de consommateurs souligne manque de transparence des contrats, croissance des frais de gestion, je viens de le dire, et surtout, les phrases sont dures. Le président de Que Choisir dit que ce secteur est en dysfonctionnement, que les pouvoirs publics ne font rien et que l'agitation marketing n'est pas concurrentielle. Mais pourquoi les pouvoirs publics ne font rien? Simplement parce que les complémentaires santé ont l'autorisation d'acheter des bons d'État. Et surtout
parce que les complémentaires santé n'ont pas obligation de publier leurs comptes. C'est deux arguments très forts. Revenons à nos chirurgiens. L'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est 800 millions pour les actes, 200 millions pour les consultations, tout compris, un dépassement compris, et des suppléments d'honoraires entre 400 et 500 millions. Je vous ai dit, combien? 200 milliards de frais de santé. Donc, 400 millions par rapport à 200 milliards, ça fait les suppléments d'honoraires, 0,25% des frais de santé. Ah oui, mais c'est pas vrai, parce que les chirurgiens, vous comprenez, ils ont des anesthésistes, ils diligentent des actes techniques à d'autres spécialistes, donc en fait, ça fait beaucoup plus. D'accord. En clinique privée, estimation au cours des comptes, sur 14,5 millions d'interventions en 2015, il y a 867 millions de suppléments d'honoraires, contre 70 millions en milieu hospitalier, ça ne nous étonne pas. Mais ce qui est important, c'est que même si on arrondit tout ce chiffre à 1 milliard de suppléments d'honoraires, on n'est qu'à 0,5% des frais de santé. Donc on a fait tout ça, tout ce battage, tous ces contrats responsables, toute cette suppression des suppléments d'honoraires, toute cette mauvaise image qu'on a donnée de la chirurgie libérale, pour gérer quoi? 0,5% des frais de santé. Est-ce que vous ne pensez pas que il pourrait y avoir un effort, d'une part de la part de la CNAM, pour revisiter rapidement et réactualiser sa nomenclature, qui est empêtrée, enlisée, comme le dit la Cour des comptes? Est-ce qu'il ne serait pas temps pour les complémentaires santé de discuter avec les chirurgiens, de voir comment on peut faire pour éviter que le secteur libéral ne s'effondre? Car n'oublions pas que le secteur libéral, c'est 50 à 60% des actes, et que si le secteur libéral n'intéresse plus personne, eh bien, il va y avoir de gros problèmes pour la santé des Français. Bon, tout ça, c'est des chiffres. Alors, j'ai trouvé une conclusion un peu plus littéraire, parce que qu'avons-nous fait quand nous avons exercé ce métier pendant des années et des années? Eh bien, on n'a jamais pris, on s'est jamais préoccupé des suppléments d'honoraires auprès de gens qui ne pouvaient pas les payer. On ne s'est jamais préoccupé des suppléments d'honoraires chez les presque 10 millions de gens qui ont la CMU, la CMUC ou l'assurance complémentaire santé. Et pourquoi on ne s'en est jamais occupé? Parce qu'on a toujours essayé, en tout cas c'est mon cas, de ne pas s'attacher à ces valeurs matérielles et à faire notre boulot, parce que c'était notre métier et notre destin. Personne avant c'était clair. Il y avait ceux qui pensaient qu'il y avait des suppléments, il y avait les tarifs, les mutuelles remboursant, enfin, il y avait des contrats, c'était clair. Maintenant, les gens, quand ils viennent se faire opérer, ils découvrent qu'ils se sont fait berner d'une façon ou d'une autre. Parce que, d'une part, le chirurgien est obligé de prendre des suppléments, si petit soit-il, mais il ne peut pas maintenir une qualité de prise en charge avec une tarif de la sécurité sociale sans pratiquer un minimum de supplément. Et à l'inverse, le patient à qui on a expliqué qu'il avait la sécurité sociale, une mutuelle, etc., s'aperçoit qu'on l'a berné. Et c'est vrai que cette situation ne va pas être tenable à terme, puisque le patient il est coincé entre le chirurgien et la mutuelle. Et donc, je ne vois pas très bien comment cette situation va pouvoir perdurer. À la fois, le chirurgien ne peut pas ne pas prendre de supplément d'honoraires compte tenu de la non-évolution des tarifs. Et le patient, lui, il n'a pas bien parlé de son bancaire, il va s'apercevoir qu'il cotise pour une mutuelle qui ne rembourse pas. Non, mais le drame, c'est que la cotisation complémentaire santé est obligatoire et que rien n'est discutable dans cette obligation. C'est ça le problème. Que j'ai aussi beaucoup amusé quand vous êtes content, et je vous permets de vous suggérer un diapositive de plus. En étant pour me dire qu'une appendicectomie au tarif de la Sécu en 1965 était l'équivalent de 900 baguettes de pain. Oui. Et les mêmes appendicectomies en 2015, ça donne lieu à 125 baguettes de pain. Tout le monde comprendra ça. Oui.
Ouais.